Imaginez que vous commenciez votre journée avec une liste interminable de tâches dans votre tête. Répondre à des emails, préparer les enfants pour l'école, gérer une réunion importante et ne pas oublier de faire les courses avant la fermeture. Alors que vous essayez de tout planifier, une seule pensée vous traverse par où commencer. Et avant même d'avoir démarré, vous êtes déjà épuisé. Mais élargissons un peu le cadre. Vous ouvrez les actualités et découvrez encore une crise. Inflation galopante, instabilité politique, réchauffement climatique, les réseaux sociaux amplifient ce bruit constant de chaos. Vous ressentez une inquiétude diffuse, une pression pour faire votre part ou simplement pour comprendre ce monde en désordre. Cette accumulation de stress personnel et collectif contribue à une anxiété difficile à gérer. Pourtant, il est possible de retrouver un équilibre. Et justement, pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Monsieur Bruno Marion. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire. Et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site les-secrets.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier. Bruno Marion est ce qu'on appelle un émergéologue. Son expertise tourne autour du chaos. Et justement, moi ce qui m'intéresse dans cette notion de chaos, c'est toute la charge mentale que cela produit avec des répercussions sur la mémoire et la cognition. Bruno est auteur de plusieurs livres, dont le dernier en date, On ne va pas forcément tous finir avec une hache au fond de la forêt. C'est paru chez Erol en octobre 2023. Bruno, bonjour, peux-tu te présenter rapidement s'il te plaît? Merci Vincent. Moi, en quelques mots, ma mission, c'est d'aider les personnes et les organisations à profiter de la transition que je pense nous vivons. Donc une partie de ma mission, c'est aussi de convaincre que nous vivons nous les humains, nous vivons une transition tout à fait exceptionnelle et à la fois de convaincre de l'existence, de l'expliquer, cette transition, et surtout de donner les outils pour à la fois prospérer dans ce monde plus incertain, être plus résilient et même profiter des crises. Tu es pour moi ce que j'appelle un aventurier de la connaissance. Tu cherches, tu creuses un sujet en tant qu'expert et tu enseignes. Et moi, là tout de suite, moi ce qui m'intéresse, c'est comment dans un monde chaotique, on peut gérer au mieux sa charge mentale. Est-ce que la notion de routine, par exemple, est une solution ? Ce que j'essaye de montrer, c'est que le monde dans lequel nous vivons est devenu plus incertain parce qu'il est devenu chaotique au sens scientifique du terme. Et ce que je montre, c'est que le chaos, du point de vue scientifique, du point de vue du langage commun, on peut continuer à penser que c'est le désordre, le bordel. Du point de vue scientifique, le chaos, justement, ça n'est pas le bordel. Il y a des ordres cachés, en particulier des choses qu'on appelle l'attracteur étrange, d'autres choses qui s'appellent les images fractales, et l'effet papillon, c'est-à-dire comment la répétition de petites choses, le point important c'est petites choses et répétition, peut donner d'énormes résultats. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est ce qu'on peut appeler également des émergences. Eh bien, pour moi, les routines, c'est ça. C'est la répétition de petites choses qui, dans ce monde plus incertain, grâce à l'effet papillon, peuvent donner dans notre vie, mais également dans nos vies collectives, dans nos organisations, et puis pourquoi pas au niveau de l'humanité, peut créer ces émergences. Dit autrement, pour moi, les routines, c'est des petites choses qui, répétées, peuvent donner d'énormes résultats. D'abord, la routine, elle permet effectivement, dans un monde chaotique, dans un monde de plus en plus incertain, d'apporter une sorte de stabilité. Je me souviens un jour, je discutais avec un ami, John Peters, qui est un ancien pilote de l'armée anglaise, et son avion a été abattu pendant la première guerre du Golfe. Il a été emprisonné et torturé par l'armée de Saddam Hussein à l'époque. Et un jour, je lui demandais, un peu comme je demande à tous les gens que je rencontre qui ont été confrontés
à des cas extrêmes d'incertitude, de crise. Je lui ai demandé, mais comment t'as fait pour t'en sortir de ces 7 semaines de torture et d'incertitude, pour le coup, un peu dramatique? Et il m'a répondu 2 choses. La première chose, c'est tous les jours, je visualisais mon rêve qui était de retrouver ma famille. Et ça, c'est l'autre cadeau du chaos, l'attracteur étrange, le rêve, dont on va pas forcément beaucoup parler ensemble aujourd'hui. Et puis il me dit, voilà, l'autre truc qui m'a sauvé, c'est que chaque jour, j'avais mis en place un certain nombre de routines. Puis il me dit, ça va te paraître un petit peu idiot, je nettoyais ma cellule. Alors après, quand j'ai lu son bouquin, j'ai découvert que sa cellule, c'était n'importe quoi. Enfin, c'était un truc de 2 mètres, il pouvait pas se lever, enfin bref. Mais voilà, comment il m'expliquait, et quand tu discutes avec des gens des forces spéciales, des journalistes de guerre, des gens qui ont vécu des crises incroyables, ils te montrent comment ça permet de te raccrocher finalement dans cette tempête où tout bouge. Ça permet paradoxalement d'amener une sorte de stabilité. Et puis l'autre raison pourquoi c'est important, c'est ce que j'évoquais juste avant, c'est que parce que le monde est devenu plus incertain, parce qu'il est devenu plus chaotique, il y a ces phénomènes d'auto-amplification, c'est-à-dire qu'un tout petit truc devient de plus en plus grand et peut créer ce qu'on appelle une émergence. Et donc, si tu utilises les routines, non seulement ça te stabilise un petit peu dans ce monde incertain et où les crises succèdent aux crises, et en plus, ça te permet de créer de grands changements. Je dirais qu'avant, dans un monde peut-être un peu plus stable, si tu voulais faire de grandes choses dans ta vie, il fallait prendre de grandes décisions. Ça peut encore être utile dans plein de domaines. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être ce qui est encore plus important, c'est de mettre en place ces petites routines et que j'appelle, moi, routines exponentielles. Ok, mais alors, est-ce qu'il y a un lien entre les routines et l'efficacité, y compris intellectuelle? Oui, alors c'est la partie exponentielle des routines. Bon, il y a des routines, je sais pas, ça va apporter justement cette stabilité dans ta vie. Je sais pas, de bien manger par exemple. Et puis il y a des routines que j'appelle exponentielles. Je vais prendre 1 ou 2 exemples. Par exemple, la routine du pardon. Un autre exemple, c'est la routine de la gratitude. Pourquoi ce sont des routines exponentielles? Je vais prendre la routine de la gratitude. Si tous les soirs, tu te poses la question de trouver 3 choses ou 3 événements ou 3 personnes pour lesquelles tu exprimes ou tu ressens de la gratitude. Eh bien, en fait, si tu fais cette expérience, tu vas voir que même une journée, excuse-moi, de merde, tu vas trouver des raisons ou des personnes pour qui tu ressens de la gratitude. Et donc, du coup, tu vas te sentir un peu mieux le soir. Et du coup, tu vas un peu mieux dormir. Et du coup, demain, tu seras en meilleure forme. Et du coup, tu vas avoir une meilleure journée. Et donc, tu vois, les choses s'amplifient. Le pardon, c'est pareil. Si tu cherches une personne, un événement également à pardonner, ça peut être toi-même, eh bien ça va te permettre pareil d'avancer, tu vas te sentir plus libre, donc de nouveau tu vas avoir des actions qui vont être plus bénéfiques. Donc c'est ce que j'appelle les routines exponentielles, et c'est ce en quoi je pense qu'elles peuvent donner, en plus de la stabilité qu'elles apportent dans un monde incertain, elles peuvent produire ces résultats, et j'ai souvent coutume de dire ça te permet finalement d'aller de mieux en mieux dans un monde qui paraît aller de plus en plus mal. Alors tu parles dans ton dernier livre donc de système linéaire. Est-ce qu'une routine, alors tu vas expliquer ce que ça veut dire, mais est-ce qu'une routine s'inscrit dans ce cadre-là? Alors, c'est pas vraiment dans ce sens-là que j'utilise à la fois le terme de système et le terme linéaire. Pour moi, un système, c'est un ensemble de trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Donc, ton corps est un système, ta famille est un système, ton entreprise est un système, la France est un système, l'humanité est un système. Des choses qui interagissent avec d'autres choses. Et ce que je montre, plus exactement ce que nous montrent les théories du chaos, c'est qu'un système peut être à l'équilibre, il bouge pas, tout va bien, quoi. Ou ça oscille. Par exemple, une personne, il y a des jours
plutôt meilleures que d'autres, il y a des hauts et des bas. Une balançoire, elle oscille sans trop s'éloigner de l'équilibre. Ça, c'est effectivement ce qu'on appelle des systèmes linéaires, c'est-à-dire qu'ils sont à l'équilibre ou pas trop loin de l'équilibre. Et puis ce que nous montrent les théories du chaos, c'est qu'à partir d'un moment, le système peut sortir de l'équilibre, et c'est là où on voit justement ces phénomènes d'auto-amplification. Plus t'es riche, plus t'es riche, plus t'es pauvre, plus t'as chaud, etc., etc. Plus t'es le premier sur un marché, plus t'es le premier sur un marché. Et c'est là où justement les routines peuvent donner ces phénomènes d'auto-amplification. Donc on peut parler de système, si tu veux, en sens de l'ensemble de tes routines qui peuvent interagir entre elles, qu'elles peuvent même s'auto-amplifier les unes les autres. Voilà, moi j'utilise le terme de système pour un ensemble de choses qui interagissent avec d'autres choses. Et le point important, c'est de comprendre qu'il y a des systèmes qui sont à l'équilibre ou pas loin de l'équilibre. C'est-à-dire qu'une fois que tu les as compris, tu peux les prévoir. Et puis, il y a des phénomènes dits chaotiques, c'est leur nom officiel du point de vue scientifique, où là, il y a ces phénomènes d'auto-amplification. Alors, le plus ça va bien, ça c'est la partie qu'on aime. Le plus ça va mal, c'est ce qu'on appelle des crises. Et donc, je pense qu'on est là, du point de vue collectif. Et donc, c'est pour ça le titre de mon livre, c'est parce que plein de gens prévoient que tout ça va s'effondrer. C'est la collapsologie, les collapsologues. Et moi, je rappelle toujours que c'est des gens sérieux, ils racontent pas n'importe quoi. Ils ont raison. Simplement, je rajoute, c'est une partie de l'histoire. Il y a une autre partie, c'est que un système, une fois qu'il a passé ce qu'on appelle le tipping point, donc où on voit ces phénomènes d'auto-amplification, et c'est là où non seulement tu peux mettre en place des routines dans ta vie pour stabiliser un peu le bateau dans la tempête, et en plus tu peux mettre en place des routines exponentielles qui vont s'auto-amplifier, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure de la gratitude ou du pardon. Et du coup, je vais prendre un autre exemple de routine vraiment exponentielle qui en plus utilise l'autre cadeau du chaos que j'ai évoqué mais très très vite, qui s'appelle l'attracteur étrange. C'est que dans un système chaotique, ça, à la fois on ne peut pas prévoir précisément et en même temps, il ne se passe pas n'importe quoi. Dans la nature, dans le monde, il y a l'ordre, c'est les systèmes linéaires. Une fois qu'on a compris, on peut prévoir. Et puis il y a le désordre, on peut pas prévoir. Eh bien le chaos, c'est un autre état, un troisième état, qui a été décrit par des gens comme Ilya Prigogine, des prix Nobel, qui montrent que à la fois on ne peut pas prévoir et qu'en même temps il ne se passe pas n'importe quoi. Il y a une sorte d'ordre caché, encore une fois, qui s'appelle l'attracteur étrange. Mais ce qui est important, c'est de retenir la nécessité d'avoir un point fixe, un peu comme tu veux pas tomber en vélo dans le sable, le phare dans la tempête. Quand tu veux trouver de quoi te raccrocher pour te guider, eh bien, une des routines peut-être les plus exponentielles, c'est de visualiser ton rêve. Où est-ce que tu as envie d'être dans une semaine, dans un an, dans 10 ans, selon l'échelle de temps. Je sais pas si ta vie en ce moment est en pleine transformation. Peut-être qu'il faut visualiser où tu as envie d'être dans une semaine ou dans un mois. Si c'est un peu plus stable, si tu es un peu plus âgé, peut-être 10 ans, c'est énorme. Et là, eh bien, la visualisation de ce rêve, de ton propre attracteur étrange, si on veut faire chaotique, eh bien, va inconsciemment, comment ça marche? Je sais pas comment ça marche, mais peut-être que le fait d'avoir visualisé son rêve un peu comme un sportif qui visualise la réussite, la première marche du podium, eh bien, tu vas prendre plein de petites décisions inconscientes dans la journée qui vont t'aligner avec ton rêve sans que tu t'en rendes compte. Je dîne avec lui ou je dîne avec elle. Je mange ça ou je mange ça. Je fais du sport ou je fais pas de sport. Et là, on a vraiment l'exemple parfait de la routine exponentielle. Chaque jour, jour après jour, tu vas créer ce que j'appelle ces émergences et te rapprocher de ton rêve. Merci Bruno. Alors prépare-toi car dans un instant, je vais te poser une question et tu auras à faire quelques choix. Et c'est au sujet de tes routines quotidiennes. Donc Bruno, dans ton livre, on ne va pas forcément tous finir avec une hache au fond de la forêt. Tu définis une série de routines à mettre en œuvre au quotidien. Peux-tu nous en parler et nous partager donc tes meilleures routines? Alors moi, les plus importantes pour moi, c'est celles que j'ai déjà évoquées. Je pense que c'est la visualisation de mon rêve, c'est l'exercice de gratitude et le pardon. Donc je ne vais pas revenir sur cela. Si je devais prendre un ou deux autres exemples, je dirais que c'est peut-être une qui a
le plus changé ma vie et qui est encore importante pour moi aujourd'hui, c'est la méditation. Et puis, je ne peux pas résister à l'envie de rajouter la lecture. Voilà, dans ce monde où on peut parler de bordel informationnel, là c'est pas le chaos, c'est le bordel, d'obésité, c'est pas de moi, informationnel. Voilà, lire, se poser et lire. Donc moi, dans mes routines, c'est de lire au moins 15 minutes par jour. Si j'ai le temps, si j'ai la possibilité, je lis plus. Mais je lis au moins 15 minutes. Par exemple, si c'est un livre intéressant mais un peu chiant à lire, eh ben, je vais lire 15 minutes. S'il est passionnant, et si j'ai le temps, je vais lire un peu plus longtemps. Voilà les 3, 4, 5 routines pour moi les plus importantes. Alors sinon, Bruno, le monde va vite, l'information circule vite, nous n'avons jamais été autant noyés par la masse d'informations. Comment toi, Bruno, donc, tu t'y prends pour justement traiter cette information aujourd'hui? Oui, alors pour moi, c'est effectivement un sujet très très important. Peut-être que je peux décrire un peu pourquoi et après je dirais comment moi je le traite. Il y a plusieurs rapports à l'information et si tu regardes historiquement, si on remonte très très loin, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, a priori, ils n'avaient pas Netflix, hein, a priori, on n'est pas sûr, mais ils avaient ni Netflix, ni la presse, ni TikTok. Par contre, il y a un truc qu'ils avaient, c'était le besoin d'être très sensible à ce qui se passait dans leur environnement. Je vais caricaturer, le moindre petit bruit, c'est une bête féroce qui veut les dévorer, ou au contraire, une proie et qui vont pouvoir attraper pour survivre. Donc tu vois, traitement d'informations très courtes, qui nécessitent des réactions très rapides, souvent d'ailleurs faites par le cerveau limbique, hein, c'est est-ce qu'il faut que je fuis ou est-ce qu'il faut que j'attaque. Et puis, bon, j'avance très très vite, est arrivé, et ça a mis des dizaines de milliers d'années, est arrivé ce que je pense à la fois l'écriture, mais au-delà de l'écriture est arrivé surtout le livre, l'imprimerie. Et donc là, on a commencé à se poser et à ouvrir un truc qui prend des minutes ou des heures à lire. Et là, avec le temps pour réfléchir. Et là, on est passé d'un temps très court de traitement de l'information à un temps plutôt long, ou même d'ailleurs, on n'a pas envie justement d'être distrait, d'être dérangé. Et puis là, on est rentré dans une autre phase qui est de nouveau une sorte de retour de l'information très rapide. C'est 200 mails par jour, je ne sais pas combien de TikTok avec les trucs qui passent très 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 vite. Je sais pas. Enfin, si tu regardes toutes les sources d'informations qui je sais pas comment dire, qui affluent dans ta bulle personnelle, c'est juste délirant. Et donc, par exemple, je vois très bien comment moi, qui suis d'un âge déjà un petit peu avancé, en tout cas qui ne suis pas né avec Internet, c'est pas toujours évident, quoi, quand j'ai une page d'information, une page de messages, de trouver la bonne information. Et je suis absolument fasciné quand je travaille avec des plus jeunes que moi, eux, ils savent beaucoup plus facilement identifier facilement et rapidement l'information. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi je raconte tout ça? On est à une époque où je pense à la fois, il faut développer cette capacité, un peu comme les chasseurs-cueilleurs, de repérer l'information de manière très très vite, et parfois de réagir vite à cette information, et de trouver, pour les plus jeunes, ou de retrouver pour les plus anciens, cette capacité à se poser. Et donc, mes routines, tu vas le voir, sont articulées autour de ça. Comment retrouver du temps long, comment retrouver du temps court et comment maîtriser. Je pense qu'on peut pas contrôler les choses dans un monde incertain et chaotique, mais un peu réguler. Donc moi, typiquement, pour le temps long, je l'ai évoqué, c'est lire des livres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le seul moyen de prendre un peu de recul, de retrouver un arc narratif qui dépasse l'heure ou la journée, mais qui soit capable de remettre ce qui nous arrive individuellement et collectivement en perspective, il n'y a que les livres. Il n'y a que les livres. Ok, peut-être un bon documentaire peut aider, mais quelque chose où il faut du temps. Et donc moi, je lis au moins 15 minutes tous les jours. Et puis après, pour les autres types d'informations, il y a une sorte d'entonnoir que j'ai créé, une entonnoir à la fois qualitatif et quantitatif.
quantitatif. Donc par exemple, dans mon métier de futuriste, c'est quand même un peu important de savoir ce qui se passe dans le monde, même si pour d'autres personnes, peut-être que regarder des informations une fois par semaine suffirait largement. Moi, j'ai fait le choix de suivre un petit peu justement au quotidien pour voir l'évolution. Mais j'insiste, je pense que ça n'est pas nécessaire pour tout le monde. Ce que j'ai fait néanmoins, c'est que j'ai limité. Je n'ai le droit de regarder les informations qu'une fois par jour, après midi, enfin après 12 heures, pour pas être pollué le matin par qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qu'a dit Trump ou Poutine ou je ne sais trop qui d'autre, pas me laisser influencer par le monde extérieur par rapport à ce que j'ai envie de faire de ma vie. Donc limiter dans le temps, ne pas le faire le matin. Si vous voulez, on pourrait trouver le contre-exemple de ce que je suis en train de dire. C'est et j'en vois des gens qui viennent chez moi et tout à 8 heures au petit déjeuner. Enfin, premier truc qu'ils font, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ils donnent le contrôle de leur cerveau à d'autres, dont le but n'est pas forcément de les rendre ni plus heureux ni plus accomplis dans la vie. Non, le but c'est de leur piquer leur attention. Donc, si je devais résumer, je dirais en 1, lire des livres. En 2, limiter en quantité les autres types d'informations que j'appelle rapides, en particulier les réseaux sociaux, mais ça inclut également la télé, les news sur Internet. Et puis après, il y a une question plus qualitative, qui est simplement vraiment de faire de la curation. Vraiment de choisir. Moi, par exemple, finalement, j'ai très peu de newsletters que je lis, très peu de gens que je suis sur YouTube. Donc vraiment, voilà, de limiter quantitativement et qualitativement. Choisir de manière consciente et de ne pas... Écoute, je vais être un peu provocateur. Tu sais, moi, des fois, je discute avec des jeunes et ils me disent « Non, mais moi, tu sais, Bruno, je maîtrise l'algorithme. J'ai compris comment il marchait, l'algorithme de YouTube. » Bon, moi je pense qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a les gens, et c'est la majorité de toute manière, qui ne sont même pas conscients que de ce monde qui essaye de capter et de monétiser leur attention. Donc eux, on peut pas faire grand-chose pour eux, à part évangéliser et leur dire attention. Après, il y a la deuxième catégorie, voilà, c'est ceux qui disent non, moi j'ai compris. Et je suis capable de jouer avec l'algorithme de YouTube ou d'Instagram ou de TikTok. C'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils sont capables de lutter contre les gens les plus riches au monde qui s'offrent les services des plus grands neuroscientistes, neuropsychos, tout ce que tu veux. Et puis, il y a la troisième catégorie, c'est ceux qui se disent « c'est pas possible, il faut avoir un minimum d'humilité ». Je ne peux pas lutter contre les meilleurs psy quelque chose de la Terre. Le seul moyen, c'est de reprendre une sorte de régulation avec ce que j'ai évoqué, limiter la quantité, limiter la qualité. L'information a un coût. Moi, je me rappelle, j'avais lu un livre, La tyrannie de la communication d'Ignacio Ramonet. Ça doit avoir 30 ans, ce bouquin. C'est un tout petit bouquin. Mais un des trucs qui m'avait marqué, donc c'était pré-Internet, ou peut-être au début, je me souviens plus, je pense que c'est avant. C'est que, oui, l'information de qualité a un prix. C'est pas forcément un prix d'argent, ça peut l'être, c'est simplement, ça peut être du temps. Ça peut être du temps pour trouver l'information de qualité, c'est-à-dire faire des recherches. Ça peut être du temps pour lire quelque chose de long, pour avoir une vue plus d'ensemble. Donc ça peut être aussi de l'argent, puisque tout le reste de l'information est là pour, encore une fois, capter ton intention, pour soit capter tes données pour les utiliser ou pour les revendre à quelqu'un d'autre. Donc oui, l'information totalement gratuite n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des informations qui sont de fait gratuites, qui ne sont pas intéressantes. Mais en général, ça nécessite du temps pour les trouver, pour les qualifier, pour les organiser. Bruno, merci infiniment pour cet échange passionnant. Je rappelle le titre de ton dernier livre paru chez Erol. On ne va pas forcément tous finir avec une hache au fond de la forêt. Merci à toi encore une fois et à très bientôt. Merci Vincent, à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, merci de nous avoir écoutés avec Bruno. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à nous laisser un commentaire. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site lettres-du-nom-secret.com. Inscrivez-vous pour rester informé et pourquoi pas rejoindre le MemoCamp. À très vite, merci.